Bonsoir, voilà. Bienvenue à la Cité du Vin, bienvenue à toutes, à tous. Bienvenue à ceux aussi qui sont en ligne sur Zoom et qui nous suivent à distance depuis chez eux. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Éric Carrière qui va nous raconter son parcours. L'entretien est mené par Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Voilà, donc vous aurez la possibilité de poser des questions comme d'habitude après la rencontre. Donc on fera circuler un micro-ballon parmi vous. Les personnes qui sont sur Zoom, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas n'hésitez pas à poser tout ce que vous voulez comme question. On les transmettra à notre invité de ce soir. Je rappelle juste que ce grand entretien a été aussi mis en place et organisé dans le cadre de l'Olympiade culturelle et de l'exposition Enjeux au stade Comme-à-la-Vigne, qui est présentée dans le Haut-Garonne au rez-de-chaussée de la Cité du Vin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. En fait, c'est des témoignages de vignerons en lien avec des photos des Jeux Olympiques. Donc, si vous ne l'avez pas vue encore, elle est encore. Vous pouvez la voir jusqu'à début novembre, jusqu'après les vacances de la Toussaint. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je voulais aussi remercier notre mécène sur les grands entretiens, un mécène fidèle, HEA. Voilà, pour son soutien et qui permet de rendre ces événements gratuits, accessibles. Voilà, donc je laisse la parole à Jérôme Baudouin. Bonne soirée. Bonsoir. Bon, je suis désolé pour ma voix de crécelle. C'est comme ça pour ce soir. Alors, ce soir, on reçoit quelqu'un qui n'est pas vigneron, qui n'est pas négociant, mais qui est caviste, qui a été footballeur dans une vie antérieure, joueur de l'équipe de France de football, qui a été numéro 10. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 en 2001. Il a été également brillantissime chroniqueur foot sur Canal+. Et il paraît que les amateurs de foot en savent quelque chose. Et c'est surtout un passionné de vin qui est devenu un grand caviste à Dijon et que je vous demande d'applaudir parce qu'il va nous raconter plein de choses sur sa relation avec les vignerons, sur le commerce du vin. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. C'est quelqu'un de passionnant. Donc je vous demande d'applaudir chaleureusement Monsieur Éric Carrière. Bonjour. Bonsoir Éric et bienvenue dans ce fauteuil. Merci. Avant de commencer l'entretien, on va lancer une petite vidéo, je crois, qui est de présentation de ton activité. C'est ça ? Ok. Alors, on peut envoyer, s'il vous plaît.
Alors, vous voyez que c'est pas une petite cave de quartier, quand même. Hein. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement préciser qu'il y a une partie des spectateurs qui nous suivent en direct sur Zoom et qu'on va avoir une partie questions-réponses après l'entretien d'environ 20 minutes. Et ceux qui sont sur Zoom pourront également poser leurs questions. Et je les répondrai, je les retrouverai sur la tablette qu'on m'a donnée tout à l'heure. Voilà. Alors, Eric, la première question, moi qui me vient à l'esprit, on voit le résultat de ton travail, de votre travail. J'aimerais savoir comment on passe, enfin, quel a été le déclic durant votre carrière de footballeur en activité, comment vous avez eu le déclic pour le vin? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé dedans par hasard? Une troisième mi-temps qui tourne bien? Ou pas. C'est pas facile de résumer comme ça, mais déjà, c'est pas du milieu du foot au milieu du vin. C'est ça. Puisque je suis originaire du sud-ouest, donc j'arrive d'un milieu rural. Avant le foot, il y avait l'Ariège, le Gers, où j'ai vécu ma jeunesse. Je suis rentré dans le milieu du foot assez tardivement, puisque j'étais étudiant à Toulouse. J'ai joué en amateur jusqu'à 22 ans. Et on va dire, je me suis retrouvé dans ce milieu parce que j'ai évolué, j'ai réussi à m'améliorer dans ce sport pour aller. C'est vrai, quand on fait la photo à l'instant T, au moment où j'arrive en équipe de France, on ne peut pas se rendre compte de tout ce qu'il y a eu avant. Et là, c'est un peu la même chose. Quand je vois la vidéo, je me dis, c'est sûr que c'est pas mal, mais il y a eu beaucoup de travail. Et donc, l'origine, au-delà du produit du vin, c'est plus les personnes qui sont dans cet environnement qui me plaisent. Et donc, quand je jouais à Lyon à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer un vigneron, Stéphane Augier. Et cette amitié a fait que je me suis retrouvé dans mes racines rurales. Alors, c'est pas n'importe quel vigneron, c'est quand même un des plus talentueux vignerons de Côte-Rôtie. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a eu quand même un déclic quand même particulier. Qu'est-ce qu'il a ouvert comme bouteille pour vous faire plonger? Déjà, je trouve que voilà, quand on a vécu dans ce milieu d'agriculteurs, de fermiers, mon épouse qui est ici aussi a des origines en Aveyron, donc des personnes qui produisaient du lait. Quand on discute avec des vignerons, on retrouve ce langage de personnes qui travaillent la terre. À la base, on travaille la terre pour soi-même, pour vivre. Bon, il se trouve qu'il y a des produits qui permettent de faire du commerce. Voilà, c'était pas le cas à toutes les périodes. Hein. Et donc, c'est plus ce moment-là de partage sur une dégustation avec Stéphane, sur des côtes rôties. Il m'a fait goûter sur fût, c'était la première fois que je goûtais sur fût. Et puis après, il a ouvert un côte rôti qui avait une dizaine d'années, donc c'était en 2002 lorsqu'on s'est rencontrés. Et me semble-t-il, c'était 99 à l'époque, le millésime qu'il avait sorti. Oui, ça doit être à peu près ça, oui, parce qu'il a des élevages un peu longs. Et alors, celui qui avait 10 ans, il devait avoir 92. Ouais, c'est ça. Ça devait être un 92. C'est marrant parce qu'en plus, lui, pour le coup, c'est un vigneron très précoce qui commence très très jeune. Son père est maraîcher, il achète des parcelles. À l'époque, ça vaut pas très très cher, mais il commence à 20 ans, à une époque où, quand on a 20 ans, on ne se voit pas nécessairement vigneron. Oui, et puis son papa faisait de la bouteille, voilà. Mais pas que. Et lui a décidé, donc en effet, de vinifier certainement un peu différemment avec ces nouvelles générations qui sont arrivées. Alors il y en a d'autres depuis, puisqu'on vieillit tous. Mais en effet, ça a matché. Puis Stéphane m'a permis de découvrir après d'autres personnalités du monde du vin, alors connues ou pas connues. Un caviste qui est à Saint-Thierry-la-Perche, qui est en dessous de Limoges, François. Ouais, c'est en Haute-Vienne, ça. Exactement. Donc, à qui j'ai acheté tous mes vins et qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et je crois que c'est un excellent caviste. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a découlé de cette amitié avec Stéphane Augier? C'était au-delà de l'amitié, au-delà de l'échange de bouteilles. Il y a eu quelque chose en plus quand même. Oui, alors Stéphane m'a appelé, c'était 2006, donc ça faisait quelques années qu'on se connaissait, et m'a proposé d'acheter des vignes avec lui.
Et donc, je n'ai jamais imaginé pouvoir acheter des vignes, et puis ne serait-ce que penser le faire. Et le faire avec quelqu'un de professionnel, donc de son niveau, j'ai dit banco, et ça a été le début, voilà, de l'idée de cette reconversion. Que clairement, ma reconversion, je la voyais plus dans le foot. Ah oui. Oui, j'ai passé les diplômes d'entraîneur, j'ai passé un diplôme de manager aussi à Limoges. Limoges Aussi, là. Exactement, il se passe pas mal de choses du côté de Limoges. Oui, c'est le centre du monde. C'est ça. Il y a une très belle gare aussi. Et donc, je me suis dit, à la fin de ma carrière, ça pourrait être une partie de la reconversion. À aucun moment, je pensais que pourrait construire une entreprise comme celle-ci, d'autant plus que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Mais alors, justement, qu'est-ce qui vous a fait basculer du côté du caviste et pas du vigneron? Parce que les deux options étaient possibles. Qu'est-ce qui vous a amené vers le caviste? Alors déjà, vous avez dit une petite bêtise tout à l'heure, parce que caviste plein. et négociant. Et négociant. Oui. Donc, c'est comme au foot, il faut être conscient de ses qualités, mais aussi de ce qu'on ne sait pas faire. Et je suis très admiratif des vignerons. Faire du vin, pour ceux qui savent le faire, ils disent que c'est pas très compliqué en fait. Mais quand on ne sait pas faire, on se dit c'est impossible que je le fasse. Donc contrôler un ballon qui arrive de 30 mètres, c'est pas très dur pour moi en fait. Mais faire du vin, je me suis pas du tout vu être capable d'avoir cette sensibilité, ces sens aussi en éveil. Et donc j'ai plutôt été déjà sur le fait d'être consommateur. Et puis, je vous disais que j'étais à la fac, j'étais plutôt côté mathématiques. Voilà, donc sur le commerce de vin, je me suis dit peut-être que je peux à la fois, en tant que consommateur, profiter du savoir-faire des vignerons et aussi en faire profiter. Au début, c'était pour les proches. Puis après, je me suis dit ça peut être une vraie activité économique. Et du coup, vous commencez dans un garage? Alors, dans notre cave, le garage, et puis des caves voûtées tout proche de Dijon. Et puis, ça, c'est en quelle année que vous vous reconvertissez? C'est quand vous jouez à Dijon, ça, vous finissez votre carrière à Dijon, c'est ça? Oui, c'est ça, mes 2 dernières années de joueur, entre 2008 et 2010. Oui. Souvent, on nous parle de reconversion, nous les anciens sportifs, et on dit, oui, c'est pas facile. En fait, c'est facile pour personne. Il n'y a pas grand-chose de facile dans la vie. Il faut travailler, puis essayer d'anticiper. Donc, c'était un peu mon style de jeu sur le terrain aussi. Donc, je savais très bien que passé la trentaine, il faut quand même commencer à réfléchir. Et à 35, 37, donc c'est mes 2 dernières années de joueur, j'avais préparé cette reconversion sur, on va dire, plusieurs axes, dont le vin et puis le consulting à la télé. Éventuellement entraîneur, mais j'ai pas été sur ce créneau-là parce que je sentais que socialement, j'allais manquer d'autres choses. C'est-à-dire que entraîner au haut niveau, il y a beaucoup d'adrénaline, mais en quelque sorte, notre vie nous appartient un peu moins. Elle appartient au domaine presque public, dans certains clubs. Oui, ça se comprend. C'est vrai que là, je comprends le cheminement pour aller vers le métier de caviste qui vous rapproche un peu de la terre sans être les pieds dans la terre, en fait, quelque part. Il y a toujours ce contact avec le vigneron, quand même. Ouais, vous êtes l'interface entre le vigneron. J'ai dit qu'il y aurait beaucoup de parallèles avec le foot. Moi, j'étais milieu de terrain, donc être entre le consommateur et puis le producteur, ça me va plutôt bien. Voilà, et puis on s'aperçoit que, en effet, c'est un métier où on se doit d'avoir une valeur ajoutée de plus en plus. Le client, et on en fait partie, les clients, pas que pour le vin, pour beaucoup d'autres choses, on est tous relativement difficiles. Et donc, il faut être capable de permettre aux clients d'avoir une bonne expérience d'achat. Donc, ça rassure aussi nos vignerons qui doivent, pour beaucoup, regarder en zoom. Donc, il ne faut pas qu'ils disent trop de bêtises. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter les caves carrières aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente en termes d'employés, de chiffre d'affaires, de volume de bouteilles? Déjà, premier point, c'est qu'en 2010, quand on crée avec mon épouse,
on fait ça de manière artisanale, puisque notre cave, voilà. Bon, j'étais meilleur pour acheter que pour vendre. Donc, il fallait stocker. Puis après, il fallait trouver les buteurs, donc des commerciaux. Il se trouve que j'en ai trouvé. Donc, ça a mieux fonctionné. Et tout de suite, des amis, enfin, il y en a beaucoup d'amis qui conseillent dans ces moments-là. Ouais. Qui me disent, il faut un nom, cave carrière. Donc, c'est bien que tu gardes ton nom quand même. Après, cave, ouais, mais cave, c'est un peu limitant. Bon, c'est pas grave, on le fait. Il faut trouver une signature. La signature, c'est le plaisir de partager. Je trouvais que ça donnait un peu le ton du souhait, c'est-à-dire partager des moments avec des vignerons, mais aussi partager avec les clients. Donc, comme je le disais, on est entre deux. Donc, on a essayé avec mon associé, avec toute l'équipe, de construire cette idée-là dans notre entreprise. Donc, on a fait construire en 2016, agrandi en 2019. Pour avoir un espace de stockage, on a 250 000 bouteilles en stock. C'est pas mal. Hein. Oui, c'est plus qu'au début. C'est plus qu'au début. On a plus de le garage a grandi. On a plus de 6 000 références. On a une clientèle à la fois particulière en physique, particulière également en vente en ligne, et aussi de l'export. C'est mon côté paysan. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, quand on me demande à quel client on s'adresse, je dis c'est une expression qui existe dans le milieu, c'est aussi à ceux qui payent déjà, c'est toujours mieux. Mais surtout, je trouve que l'expérience de vendre à des particuliers et à des professionnels, c'est pas le même métier, mais c'est toujours intéressant parce que au final, il y a une personne qui va acheter une bouteille à un prix. Parce que on parle souvent de prix hors taxe dans le milieu pro, et moi je dis non, il faut parler en prix TTC, final, et quel est le ressenti du client, est-ce qu'il va vouloir racheter ce vin-là ou pas? Ça, vous avez le sentiment que certains vignerons ou certains domaines, quand ils affichent leur prix, sont déconnectés de la réalité, ou pendant la préparation de l'entretien, vous avez parlé d'un mot, le manque de désirabilité pour certains vins. Est-ce qu'on peut parler de ça, de manque de désirabilité? Pas pour tous les vins, heureusement. Non, mais déconnecter de la réalité, ça nous arrive à tous. Alors, dans le foot, oui, il faut être conscient. J'ai eu la chance d'arriver tard, en fait, dans le football. J'ai été conscient que c'était une chance de très bien gagner sa vie dans un sport qu'on adore, où on excelle, mais on n'est pas les meilleurs sportifs que ceux qui sont des nageurs et qui gagnent beaucoup moins et qui s'entraînent beaucoup plus, par exemple. Bon, voilà, on a la chance de bien gagner sa vie parce que c'est un sport qui est regardé et qui génère de l'argent. Celui qui est vigneron dans le Languedoc, à Bordeaux sur une belle propriété, ou dans Bourgogne, ou ailleurs, il fait le même métier, mais ça n'a pas forcément généré autant d'argent. C'est là où il faut être, je pense, capable de se reconnecter. Alors, je l'avoue, quand on est... on performe en Ligue 1, on peut avoir tendance à penser que voilà, on est le meilleur du monde et que tout est dû, et on le voit bien. Il y a des acteurs de ce monde-là qui sourient quasiment plus. Et c'est là où nous aussi, en tant qu'on va dire négociant, on doit être capable à la fois d'expliquer à un client final qu'un vigneron, s'il peut vendre son vin 100, il n'a pas vraiment d'intérêt de vendre 80. Voilà. Mais il faut aussi faire comprendre à un vigneron que si son vin, il veut le vendre 100 et que personne ne l'achète, c'est qu'il y a un problème de désirabilité. Voilà. Donc c'est là où toute la difficulté parfois de connecter les prix. Mais il ne faut pas en vouloir ni à celui qui vend ni à celui qui achète. Mais la réalité, on peut la constater. Il y a un bon baromètre. C'est le site de vente en ligne ou une boutique. C'est comme si sur une carte des vins, vous avez un sommelier qui va vendre du vin. Mais si sur la carte des vins, vous laissez faire et vous regardez les clients, globalement, quel vin ils vont acheter. Là, on peut sentir quelle est la désirabilité et est-ce que le prix est connecté à la valorisation du produit. Mais qu'est-ce qui vous a amené à venir à Bordeaux quand on est en Bourgogne, quand on a des vins qui se vendent
aussi facilement, alors qu'à Bordeaux, je veux Ouais. dire, c'est un vignoble qui est béni des dieux quand même, la Bourgogne. Oui, qui est désiré. Qui est désiré. Il y a beaucoup de choses qui sont désirées, qui, voilà, parfois ça peut être cyclique, donc il faut toujours être vigilant. C'est pour ça que je souris. Déjà, pourquoi pas Bordeaux? Ça, on en abordera après. Mais voilà, pourquoi Bordeaux? Et pourquoi pas, déjà? En fait, on s'aperçoit que ceux qui aiment les vins qualitatifs sont rarement monorégions. Voilà. Donc, on a de plus en plus de clients qui nous demandaient des vins de Bordeaux. Donc, comme vous le savez, pour être on va dire compétitif et en direct avec les propriétés, il faut être négociant sur la place. C'est ça. Voilà. Nous sommes négociants en quelque sorte dans les autres régions puisqu'on est en direct avec les propriétés et les domaines. Donc, c'était un manque que de ne pas l'être à Bordeaux. Et donc, c'est ce que l'on a fait depuis 2022. Et puis, Bordeaux, moi j'ai joué à Nantes, donc il y avait pas mal de rivalités avec Bordeaux, et ça ne m'empêche pas d'être ravi de venir à Bordeaux, c'est pas un souci. Au contraire, parce que c'est deux cultures. Comment vous analysez justement les deux cultures de ces deux vignobles? Parce qu'ils ont des méthodes de commercialisation qui sont radicalement différentes. Quelle observation vous faites? C'est en effet bien différent, puisque il faut aussi séparer à Bordeaux les grosses propriétés qui vendent sur la place et celles qui ont beaucoup plus de difficultés. Donc on a quand même deux vitesses sur ce sujet. Mais ce modèle bordelais qui est d'avoir une place avec tous les négociants donc, qui achètent les volumes et ensuite les distribuent à l'étranger, ça donne une puissance commerciale très importante, avec aussi un soupçon de concurrence, puisqu'il y a très peu de restrictions géographiques sur la distribution. Ça permet aussi aux propriétés, même si c'est en ce moment moins le cas, de ne pas avoir véritablement de problème de trésorerie, puisque ce sont les négociants qui payent bien en amont les vins. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup. Et c'est vrai que j'apprécie d'être aussi maintenant négociant, puisque ça permet d'échanger en direct avec les propriétés sur nos problématiques aussi. Alors, la Bourgogne et les autres régions fonctionnent différemment. En Bourgogne, ils peuvent vendre parfois encore à des particuliers, à des restaurateurs, à des cavistes. Même les plus grands d'ailleurs. Exactement. Donc, je dirais que c'est un côté plus artisanal qui a aussi ses avantages, puisque ça leur permet de rester encore connectés aussi à ce prix TTC qui est, pour moi, c'est le plus important. Je reviens au foot, c'est combien on paye un abonnement, combien on va payer quand on va aller au stade, et est-ce qu'on est prêt à le faire? C'est ça. Et oui, mais pourtant, la Bourgogne flambe quand même. Là, on revient au prix quand vous vendez quelque chose. C'est un produit où il y a du cœur, le vin, mais malgré tout, on est dans un environnement économique. Quand vous vendez quelque chose, ça vous arrive, j'imagine, vous dites rarement, je vais le vendre au plus bas. C'est rare. Non, mais quand vous voyez des propriétés qui font des plus 50% d'une année sur l'autre, pour des volumes à peu près équivalents, la qualité est à peu près la même, mais qui montent. Là, on a des maisons, des prestigieux domaines où même le simple Bourgogne arrive pour certaines, à 1 000 € la bouteille de simple Bourgogne. On en a une en particulier, un domaine en particulier. Ça pose question quand même. Oui, alors Mbappé, il vaut très très cher, mais ce n'est pas le cas de tous les joueurs de foot. Donc je voulais rassurer tout le monde à l'Assemblée. Il y a des Bourgognes à des prix qui sont attractifs. Je dirais qu'on arrive comme d'autres environnements un peu de luxe. Des montres, vous voulez une montre, vous pouvez acheter une montre si vous allez avoir l'heure. Vous voulez une montre de notre registre, c'est pas trop mon type. Moi, j'aime bien qu'elle soit connectée, par exemple. Ça me va bien. Sur le vin, il y a pas que la qualité du vin, il y a aussi l'expérience
de l'ouverture d'une bouteille, de l'avoir, je pense. J'ai essayé de comprendre ces prix parce que c'est passionnant. Pourquoi il y a des gens qui sont capables de mettre des centaines, voire des milliers d'euros pour un concert? Enfin, il ne faut pas que je le dise comme ça parce que je vais me faire engueuler par ma femme et mes filles, mais c'est quelque chose d'éphémère. Tout à fait. Voilà. Mais en revanche, vous allez garder ce souvenir. Et il y a des personnes qui sont aussi capables de le faire pour le vin, et ce qui fait que il faut rester connecté pour ces propriétés et ces domaines. Mais s'ils augmentent les prix, c'est que souvent, il y a une demande. Ça, c'est vrai. C'est Voilà. vrai. Donc il faudra accepter, le jour où il y aura beaucoup moins de demandes, De rebaisser. voilà, c'est toute la question. Mais on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un. C'est son produit, c'est lui qui va décider à quel prix il le met, même si, on le répète, c'est le marché qui décidera. Oui. Et vous, en tant que caviste, est-ce que vous avez changé, par exemple, dans les références que vous avez diminué vos allocations, par exemple, sur des domaines qui ont vraiment beaucoup monté, et pour aller chercher, je ne sais pas, des jeunes vignerons, des nouveaux domaines qui, justement, sont peut-être plus abordables ou qui présentent un autre profil. Est-ce que vous avez ce rôle de dénicheur de pépites, on va dire? Oui. Alors pas moi. Comment vous faites? Pas moi, mais j'ai des recruteurs. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Romain qui est ici, qui est œnologue de formation, qui s'occupe beaucoup justement de dénicher. Je trouve que c'est intéressant aussi si on voit l'écosystème du vin dans sa globalité, nous en tant que cavistes et négociants, il y a des propriétés où on va mieux gagner notre vie, et ça va nous permettre justement d'aller prendre des positions dans d'autres domaines qui en ont certainement plus besoin. Plus besoin, voilà. Exactement. Et c'est le cas en Bourgogne. On est au plus proche de la Bourgogne puisqu'on y est depuis plus longtemps. Il y a des vignerons qui n'arrivent pas forcément à toujours tout vendre aussi sur certaines appellations. Et le fait d'avoir des négociants comme nous qui vont être capables de leur promettre d'acheter une grosse partie de la récolte, ça leur permet à eux d'investir sur l'outil de travail, d'investir sur de plus grosses équipes, et puis d'améliorer leur vin, leur domaine. Donc il faut le voir comme un écosystème, parce que parfois, c'est vrai qu'on peut entendre qu'il y ait des domaines où un intermédiaire va gagner trop. Voilà, ça arrive. Ça a été le raisonnement Oui. à Bordeaux de beaucoup de propriétaires vis-à-vis du négoce, en Oui. disant les marges sont trop importantes. Oui. Et puis, mais derrière, il y a... C'est pas tout à fait mon avis. Du coup. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un vrai travail derrière de distribution, de conseil, de stockage. Oui, et puis d'engagement avec d'autres propriétés. Quand je parlais de 2 vitesses, si les négociants, on n'est pas au niveau des gros négociants bordelais, donc j'observe beaucoup ce qu'ils font, et ce sont des entreprises qui tournent, on va dire, bien, mais qui ont aussi besoin de rentabilité pour pouvoir justement être plus fortes dans des appellations qui en ont besoin. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi, ça va vous faire rire, mais dans le foot, hein, vous connaissez moins le foot, mais oui, moi je suis pas très fort. Quand les gros veulent tout prendre, mais Ça, les petits deviennent moins bons et les gros deviennent moins bons. Parce qu'ils ne jouent pas contre des adversaires de qualité. Voilà. Donc ça tire plus tout le monde vers le bas que vers le haut. Et bon, la nature humaine est plutôt à vouloir d'abord prendre, plutôt que se dire, ok, ça sert au plus grand nombre. Mais bon, moi je suis un observateur de Bordeaux depuis quand même quelques temps, longtemps même. On voit bien que les négociants qui achètent en primeur, il y a 20 ans, ils avaient 200 à 300 références. Il y a 15 ans, ils n'en avaient plus qu'une centaine. Ils sont descendus à 80. Et aujourd'hui, ils ont les 50 références les plus rentables, mais ils ont abandonné sur le bord de la route les crus bourgeois, les sauternes, les grands crus. Et donc, c'est effectivement ce principe d'écosystème qui est déséquilibré. En fait, vous le traduisez, vous, à votre manière, mais il s'illustre à Bordeaux. Est-ce que, justement, la perte de vitesse de Bordeaux n'est pas liée à ça?
Alors, le challenge de Jérôme, c'est que on ne puisse plus travailler avec les propriétaires à Bordeaux, qu'on ne soit plus négociant sur la place. Et bien sûr, ça résume un petit peu cette situation. Et je le redis, c'est pas si simple quand on est vendeur d'être capable de se dire, voilà, il y a tout cet écosystème, mais en réalité, il existe vraiment. Il y a plein de négociants à Bordeaux qui font ce travail avec tous les petits vignerons, enfin, qui conservent justement cette diversité dans leur offre pour justement pour être sur des marchés avec un portefeuille de Bordeaux très large. Quand on parle d'écosystème, vous avez vu, on est une équipe d'une vingtaine de personnes. De la même manière, on a envie que nos collaborateurs y vivent bien, c'est tous des passionnés de vin. Donc il faut aussi qu'on soit, nous aussi, une entreprise qui soit profitable. Donc on a investi pour valoriser les produits. Et voilà, il faut que chacun ait sa place au bon niveau. Et alors il y a un vigneron en Bourgogne, j'aime beaucoup cette expression qui dit moi j'aime bien laisser de la respiration à la distribution. Donc, si vous mettez la distribution en apnée, on sait très bien qu'il y a un moment on ne respire plus. Voilà, donc ça, je trouve que ça résume bien. Et puis, je le redis, n'oublions pas qu'en face, on est des clients, on va au restaurant, on va acheter une bouteille, on regarde le prix, on va chez un caviste, on regarde le prix, on se dit, est-ce que... On a un peu banni, nous, même beaucoup, le rapport qualité-prix, mais on parle plutôt de qualité-plaisir. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à mettre ce prix pour ce plaisir-là? Je parlais de concerts, de spectacles, de sport. À un moment, le prix, c'est le client qui va le définir, en fait. Soit c'est trop cher et il ne reviendra plus. C'est ça. Et il va se détourner d'une marque, d'artistes. Vous faites beaucoup allusion au sport. On sent que c'est prégnant chez vous, votre parcours sportif, et même dans le recrutement de vos équipes. Vous avez une vision justement collective de votre entreprise, et dans le recrutement, vous avez fait appel à un système de coaching dans le recrutement. Comment vous avez fait avec des profils de poste, justement, comme dans le sport, comme le sport d'équipe? Alors, je fonctionne beaucoup sur les rencontres. J'aime bien observer. Sur un terrain, j'étais plutôt dans l'analyse que dans la spontanéité. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas très bon devant le but, d'ailleurs. Et dans le milieu de l'entreprise, j'ai rencontré un coach qui faisait des profils de personnalité, donc qui m'a proposé de le faire. Donc, je dis ok, on y va, on voit. Donc j'aime bien tester, voir comment ça fonctionne. Et ce profil-là, j'en avais déjà fait quelques-uns, notamment dans des formations que j'avais trouvé intéressant, mais pas sur la partie management. Et sur ce profil, on a, par exemple, on arrive à définir si on est plutôt ce qu'on appelle déclencheur interne ou externe. Déclencheur interne, on est plutôt quelqu'un d'organisé, on s'auto-missionne, on est plutôt sur des profils d'anticipation. Ceux qui sont déclencheurs externes sont plutôt des profils de relationnels qui vont apprécier d'être dans une boutique, qui vont être apprécier aussi des coups de feu au resto. Moi, je suis plutôt sur OK, on anticipe. Déclencheur interne. Exactement. Donc, quand on recrute, vous allez voir, au foot, si vous prenez un déclencheur interne attaquant, il ne va pas être très bon dans la surface de réparation parce qu'il va trop réfléchir. Oui. Exactement. Donc, sur des commerciaux, sur des personnes en cave, il faut cette dimension déclencheur externe. Alors, mais c'est une partie de ces profils. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'on peut se dire, oui, OK, lui, il est latéral gauche. Il peut quand même venir jouer dans l'axe de temps en temps. On a la même chose. Et si on se regarde dans un miroir, on sait dans quels environnements on est le plus à l'aise et dans les environnements où on n'est pas à l'aise. Et quand on a préparé l'entretien, vous m'avez parlé, quand vous étiez joueur, justement, vous aviez fait appel à un thérapeute. Moi, j'ai trouvé cette anecdote incroyable, qui vous a changé. Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire oser entreprendre, oser avancer. Et vous en avez fait toute une philosophie presque. C'est qu'est-ce que ce thérapeute vous a apporté pour marquer des buts? Parce que c'était ça l'objectif au départ. Racontez-nous.
Quand je parle de rencontre, je ne fais pas appel à un thérapeute. Je suis blessé. J'arrive dans ce milieu pro, j'ai 22 ans, je fais 3 entraînements et puis out. Et on m'envoie chez quelqu'un qui faisait de la fasciathérapie, donc c'est un peu dérivé de l'ostéopathie. Et donc on commence à travailler ensemble, il me remet sur pied. 2 ans après, je signe pro. Et il me dit, bon, si tu veux gravir des échelons, il faut que tu soignes ton hygiène de vie. Je vous ai dit, j'étais étudiant, donc je jouais le jeudi soir avec la fac. Bon, après, voilà, on s'amusait bien. Le samedi, rebelote. Donc quand on veut être professionnel, à un moment, il faut faire des choix. Et donc, avec Stéphane, donc, on a beaucoup bossé là-dessus et gravi des échelons. J'ai aussi rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait de la vidéo, du travail sur terrain en dehors du club pour essayer de progresser le plus possible. Et dans cet axe de progression, on constatait que j'étais numéro 10, meneur de jeu. Je marquais pas beaucoup de buts. Et en fait, il m'a dit, mais je pense savoir pourquoi tu marques pas beaucoup de buts. Il m'a dit, bah, tu ne vas pas dans les 30 derniers mètres adverses. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, donc, je ne me rapprochais pas du but adverse. Et il fallait essayer de comprendre pourquoi. C'était assez simple. C'est la surface de réparation, c'est ça? C'est ça, exactement. Je progresse. Bon, déjà, j'avais pas beaucoup de frappes. Donc, si j'étais loin du but, c'était très difficile de marquer. Et en fait, c'est pour ça que je parlais du miroir aussi. Quand on rapproche le miroir, j'ai dit, mais en fait, oui, j'ai peur de rater. C'est pour ça que je ne vais pas devant le but. La peur de rater. Et oui, parce que bon, quand on joue en amateur, c'est un peu embêtant quand on rate un but, mais quand on joue en professionnel, vous le voyez, et plus on va haut, plus le niveau d'exigence, je dirais un peu comme des vignerons, certes, qui augmentent des prix, mais la pression augmente en même temps. Tout à fait, oui. Il faut être capable de l'assumer, de l'accepter, d'être capable de lever aussi ces points-là. Et donc, on a travaillé sur le fait d'aller dans les 30 derniers mètres, d'accepter de rater. Donc, j'en ai raté, mais j'en ai mis beaucoup plus. Et donc ça, dans une entreprise, on peut beaucoup s'en servir aussi auprès des collaborateurs. Dire, teste, n'hésite pas, on teste, ça ne fonctionne pas, on change. Mais dans notre société, l'erreur est d'ailleurs appelée souvent un échec. C'est ça. Et donc, pour ne pas en avoir, on ne va pas devant le but, mais on ne marque pas de but. Et donc, vous incitez vos collaborateurs à marquer des buts? À tirer, déjà, à se rapprocher du but, à tirer. C'est assez incroyable. Je n'étais pas un buteur, j'ai mis 5 buts en équipe de France en 10 sélections. C'est incroyable. Bah, c'est pas mal. Oui, j'en suis très fier et je peux dire merci aux personnes qui m'ont poussé justement à aller faire ce travail-là. Et moi, je l'ai accepté. Je me suis dit, OK, on va le faire. Et sur l'évolution de notre entreprise, je bosse beaucoup là-dessus. C'est sûr qu'il faut aller à Bordeaux. Bah oui, on va y aller. Et puis, on verra bien. On investit, on le fait évidemment. Quand j'allais devant le but, je me positionnais pour être dans la meilleure situation, sur mon pied droit. Bon, voilà, donc là, c'est la même chose. Dans l'activité, on tente des choses que l'on peut se permettre. On peut se permettre donc cet échec et puis d'être capable de se dire on va rebondir, on va faire autre chose. Moi, quand j'étais venu vous voir à Dijon, en fait, on a la partie caviste. En fait, il y a trois spots. Il y a le magasin, en fait, la cave où le public vient. Il y a la zone de stockage. Puis il y a la zone arrière qui m'a vraiment troublé. Parce que... Positivement ou... Ah oui, positivement, parce que j'avais tout à coup l'impression de basculer dans une start-up. Il y avait un environnement très jeune. Il y avait un environnement ouvert. Et on voyait que c'était fluide, qu'il y avait du dialogue. C'était très étonnant. On est très loin du milieu qu'on pourrait imaginer traditionnel d'un caviste, ou assez vertical. Là, on est vraiment dans l'horizontalité. Et c'était très intéressant à découvrir. Donc, est-ce que vous avez reproduit ça à Bordeaux, dans votre maison de négoce? Comment ça se passe? C'est un peu plus dur. On tâtonne un peu là. C'est peut-être pas les mêmes codes, mais environnement start-up, je dirais, si je reviens au sport, c'est-à-dire le sport de haut niveau, on bascule très régulièrement d'un confort
puisqu'on est suivi. Tout à fait. On a des kinés, on a des médecins, à de l'inconfort. Un inconfort qui peut être très déstabilisant, puisqu'on joue devant du Pression monde, on très est élevée. jugé. Voilà, donc il y a d'un niveau d'exigence où on est au calme à un niveau d'exigence élevé. Et j'ai souhaité dans l'entreprise qu'on soit capable, en effet, d'être sur ce mode de sport décontracté. Enfin, on vend du vin, on n'est pas, on sauve pas des vies, mais aussi d'avoir ce niveau d'exigence pour, je parlais d'expérience de client, de toujours essayer de s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Voilà. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, mais au moins on a essayé. Voilà, donc c'est ça, je pense que ça m'animera toujours, ou alors j'arrêterai. Et donc l'horizontalité, elle est très liée au fait que on peut avoir 20 ans et être très performant. On le voit dans le sport. Oui. Et ça peut être le cas dans le vin. On va être, je sais pas, plus malin, sentir les choses. Il faut de l'expérience, de dégustation, etc. Mais il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui arrivent de domaine, par exemple. Et donc, il ne faut pas se dire, se bloquer par rapport à ça. Donc, c'est en tout cas comme ça que j'aime bien manager. Et puis, alors, je ne suis pas le seul à manager dans l'entreprise, mais alors, on essaye de voir les choses dans ce registre. Et de la même manière, on a une partie entrepôt. L'entrepôt, si on prépare mal les commandes, la vente elle n'est pas nulle, mais l'expérience d'achat sera mauvaise. Donc, à l'image du buteur, oui, il veut marquer des buts, mais s'il n'y a pas un défenseur pour défendre, il ne va pas gagner. Et les vignerons viennent vous voir dans la cave, ils animent, ou ils viennent faire déguster leur vin au particulier. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes attentif? Oui. Des expériences de dégustation? Oui, ils viennent. Alors, le souci qu'on peut avoir, mais qui est un bon souci, c'est qu'on a des clients un peu partout dans le monde. Donc, pour les faire venir à Dijon, c'est plus dur. Voilà. Pour faire venir des vignerons de Bourgogne à Dijon, c'est facile. Alors, on va déménager à Nuit-Saint-Georges en plus dans quelques mois, puisqu'on a fait construire un bâtiment un peu plus conséquent pour avoir un espace de stockage encore plus grand. Mais bien sûr que ces expériences et surtout les échanges qu'il va y avoir, il y a la dégustation évidemment, mais ça, c'est toujours ce que à la fois le client souhaite et puis notre équipe aussi. Et dans votre rapport à la terre, que vous ne voulez surtout pas perdre, vous avez créé une association, enfin avec votre associé et avec des vignerons. Vous exploitez, je crois c'est 5-6 hectares de vignes, c'est ça, en Bourgogne, et avec plusieurs vignerons. Vous pouvez nous raconter ça? Comment ça se passe? Alors ça, c'est une opportunité. Des opportunités, des mauvaises, il y en a beaucoup. Des bonnes, pas toujours. Il faut savoir les saisir. Et la première opportunité que j'ai eue pour acheter des vignes, c'était avec Stéphane Augier, donc à l'époque, en 2006, premier millésime 2007. Le modèle avec Stéphane a été de créer une structure où on est associé. D'accord. Et son exploitation exploite et notre structure récupère un tiers des bouteilles qui sont après distribuées. Exactement. Quand on a eu l'opportunité d'acheter ces vignes en Bourgogne, donc sur la commune de Montely, on a un peu de Centenay, de Volnay, un tout petit peu de Meursault. On est assez content d'avoir du Meursault. Côte-de-Beaune alors? Oui, c'est ça. Et des génériques également. Et avec mon associé... C'est une commune qui monte en plus. C'est pour ça qu'on a eu l'opportunité, parce qu'il y a des communes où je pense qu'on n'aurait pas pu la saisir économiquement. Et en fait, tout de suite, comme on se l'est dit en début d'entretien, c'est pas notre métier de faire du vin, on ne sait pas faire. Aller voir une vigne et dire cette vigne-là, elle est en bonne santé ou pas, on peut faire croire qu'on connaît, mais en fait, au final, ce sont les terriens, ceux qui sont tous les jours dedans, qui eux vont être capables de le dire. Donc on s'est rapproché de plusieurs vignerons qu'on connaît bien. Alors, qui ont du talent quand même. Qui ont beaucoup de talent. Oui, ça c'est un peu aussi notre expertise de savoir avec qui on peut aller s'associer et puis que aussi amicalement il se passe des choses. C'est une aventure humaine. Nous, c'est pas notre gagne-pain, ces 5 hectares-là. Et ce qui est assez intéressant quand on observe entre Bordeaux et la Bourgogne, pour certains, prendre 5 hectares, c'était pas possible dans leurs exploitations, puisqu'on a des moyennes d'exploitation à 12 hectares, 10, 12.
Prendre 5 hectares, ça veut dire devoir staffer plus, pas être sûr d'être capable en cuverie aussi d'assumer. Donc c'est là où aussi on voit que c'est des dimensions différentes de propriété, et aussi le professionnalisme d'être capable de dire non, voilà, on va suivre sur 1 hectare. Voilà, moi je vais prendre 2 hectares, enfin je vais prendre... on s'est mis d'accord, hein, mais... Et d'où le fait qu'il y ait plusieurs vignerons sur cette exploitation. Exactement, alors 5 hectares, c'est une cinquantaine de parcelles, hein, en Bourgogne. Donc, c'est ça. Voilà, donc il y a Jean-Baptiste Lebreuil, il y a Caroline Moret, Pierre-Yves Collin Moret, Laurent Ligné, qui est notre vigneron de la Côte de Nuit, qui est venu voilà, en Côte de Bonne. On avait déjà des pomards aussi avec Laurent. Et puis Jean-Claude Ramonet aussi, qui a pris des vignes. Oui, c'est quand même du très beau monde, quand même. Oui. Ça, on n'a pas besoin de leur expliquer comment il faut faire. Donc, et comment ça se passait? Le nom ça porte le nom d'un domaine, ou c'est le nom de cuvées qui sont associés au nom des vignerons? Comment ça se passe? Comment vous les vendez? Alors c'est leur nom de domaine à eux. Voilà, d'accord. On les vend comme on vend leur vin habituellement, en indiquant à nos clients, on appelait ça la team monthly. Voilà, c'est notre team à nous. On fait des dégustations qui se passent plutôt bien. Et j'imagine. Voilà, donc il y a un côté humain qui prédomine. Voilà, après a priori nos clients ont l'air d'être très satisfaits, et nous aussi. C'est des bouteilles qui sont vendues à peu près quel prix? On va de l'autre côte de JB doit être dans les 20 €, et puis après ça peut monter jusqu'à, il y a le Meursault de Pierre-Yves qui doit être à un peu plus de 100 €. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en plus c'est des beaux noms, quoi. Donc on est vraiment sur des très jolis vins. Et vous avez l'exclusivité de la distribution, ou comment ça se passe? On aimerait bien avoir toute l'exclusivité de leur domaine, mais non. Non, sur les 5 hectares. Sur les 5 hectares, en fait, on est sur des systèmes ruraux. Moi, mes parents ont connu ça, mais en étant, on va dire, un peu plus exploités qu'exploitants. Donc à la campagne, à l'époque, le métayage existait. Et donc moi, mes grands-parents donc étaient métayers, et le propriétaire prenait jusqu'à parfois la moitié. Donc là, on est un peu sur le même système, sauf qu'on a aussi proposé aux vignerons d'être associés sur les vignes. Voilà, donc ils sont à la fois exploitants et propriétaires. Ah oui, donc c'est une bonne association. Oui, je vois la vie comme ça. Si on peut faire en sorte que tout le monde soit heureux, gagnant-gagnant, comme on dit, mais voilà, c'est pas toujours facile dans notre société de fonctionner comme ça. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce lien direct avec les vignerons au quotidien, de pouvoir parler avec eux. Qu'est-ce qui vous apporte? Alors en plus de leur savoir, mais qu'est-ce qui vous apporte en plus? Il y a de l'humilité. C'est le grand écart entre le milieu où j'ai vécu pendant une quinzaine d'années, très médiatisé, donc où il y a énormément d'argent, et puis le monde rural où, malgré tout, en effet, il y a les données économiques, mais quand vous prenez un coup de gel, un coup de grêle, voilà, les émotions, elles sont vite difficiles à vivre. Donc on est dans ce tempo-là avec eux. Voilà, après, on souhaite qu'il y ait des adaptations par rapport au climat. Je préfère rester optimiste. Il y a plein de chercheurs, il y a plein de propositions. Donc, mais voilà, je retrouve ce qu'il y a dans les campagnes. En fait, là, à la base, ils faisaient, mes parents, ils font toujours du jardin, ils font toujours des conserves, ils font des confitures. Voilà, on retrouve cet esprit-là aussi, pas que du commerce. Et vous allez marcher dans les vignes? Alors de temps en temps, mais je vais aussi dans les bois, là, c'est la période des steppes, donc ça va pas tarder du côté de la Bourgogne. Ouais. Ça a commencé chez nous. Hein. Ouais, je sais que c'est un décalage. Petit décalage. Et quels sont les vins? Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure, vous nous avez parlé des vins de Stéphane Augier qui ont été un déclencheur, premier vin goûté sur fût. Quels sont les vins? Qu'est-ce que vous avez le souvenir d'un vin qui vous a particulièrement ému, qui vous a fait changer d'univers?
il y a un journaliste qui m'a posé une question sur un magazine, pas la RVF, un autre. Pour quel vin vous vous mettriez à genoux? Et je lui ai dit aucun. Je lui ai dit aucun parce que non, je ne vais pas me mettre à genoux pour un vin. En revanche, passer un bon moment avec des bons vins, avec des vignerons, des amis, des clients, oui, des personnes qui aiment, qui apprécient en fait ce vin. Donc, j'ai eu la chance d'aller déguster à la Romanée Conti. C'était un des premiers domaines en Bourgogne où j'ai eu la chance d'aller déguster grâce à Jean-Charles Cuvelier. Voilà, c'est pas mal. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il nous suit, mais je l'embrasse s'il nous suit. Donc c'était un effet magique. Et je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui seraient prêts à payer des fortunes ou se mettre à genoux. Moi, c'est plus vraiment avec des personnes. C'est le lien, en fait, exactement, que génère le vin, en fait, qui vous plaît. Et alors, justement, il y a peut-être des vins qui ont généré un lien humain particulier. Et vous avez le souvenir de ce vin, non? Oui, je parlais tout à l'heure des côtes-rôties de Stéphane. Donc, je disais, c'était en 2002 qu'on s'est connus. Et donc, c'était ses premiers, les 99. Il avait été noté d'ailleurs 100 sur 100. Donc, c'était cette période-là où j'ai découvert ce que c'était que les grands vins. Voilà, ça en fait partie. Et à Bordeaux, parce que vous vendez aujourd'hui des Bordeaux, vous êtes rive gauche, rive droite. Est-ce qu'il y a vous êtes plutôt Médoc, enfin voilà, Merlot, Cabernet Sauvignon? Je suis plutôt rive droite, donc plutôt Saint-Émilion, Pomerol, en effet, voilà. Et il y a des propriétés qui vous ont ému ou qui vous ont titillé c'est les toujours papilles. Dangereux ces questions. Non, c'est ouvert. Si vous me dites que c'est Ozone, Cheval Blanc, tout le monde comprendra qu'effectivement, ça puisse vous émouvoir. Non, mais à midi, on était à Clos-Fourté, par exemple. Voilà. Et c'était un moment à la fois très agréable. Avec un autre cuvelier, d'ailleurs. Comment? Avec un autre cuvelier, d'ailleurs. Exactement, oui, c'est vrai, pas faux. Avec Mathieu, et on a dégusté 2017 et 2005. Voilà, donc c'était c'est pas mal, extrêmement agréable. Et puis, de le faire avec la personne qui fait le vin, il y avait les vendangeurs aussi autour, donc ça, c'était très très plaisant. Et aujourd'hui, alors il y a votre fille qui est avec vous, et votre épouse, et vos enfants travaillent avec vous, commencent à travailler avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore est-ce que c'est le début de la transmission ou c'est juste l'apprentissage pour elle, pour le moment? Elle progresse. Elle progresse bien. Oui, alors, comme pour le sport, niveau d'exigence très très élevé. Donc c'est un peu ce que j'ai vécu avec mes parents. Donc ça n'a pas trop mal fonctionné. Donc mon père a été en quelque sorte, c'était souvent les parents qui entraînaient dans les clubs amateurs. Donc je me rappelle bien de cette période-là. C'est votre père qui vous entraînait au foot? Oui, alors quand on avait, je crois, 13-14 ans à l'époque. Et donc on est un peu sur le même registre, mais ce qui est très agréable, donc soit avec mon épouse et puis Salomé. Nous avons 4 filles. Oui. Voilà, donc une plus âgée qui est partie plutôt sur un autre environnement, et Salomé qui a fait des études plutôt marketing, et donc sur qui vient avec nous et avec qui j'aime de plus en plus travailler, mais il ne faut pas trop que je le dise, ça, parce que c'est toujours agréable à entendre, quand même. Tout à fait. Mais surtout quand c'est vrai. Et vous partagez des bouteilles? Vous avez le même profil de goût ou pas? Oui. On parlait tout à l'heure de transmission aux enfants sur voilà, l'expérience de dégustation, le plaisir d'échanger autour d'une bouteille, voilà, il se passe toujours beaucoup de choses. Donc je suis dans un environnement très féminin, vous avez compris. Oui. Donc c'est 4 filles, un petit-fils qui est arrivé il y a 10 mois. Voilà, félicitations. Qui ne consomme pas encore. Voilà, donc c'est la construction d'une entreprise, je trouve, puisque ça a été ça, on est parti de zéro, de construire et de se dire que peut-être il faut que ça plaise aussi. Il y a une continuité avec
des collaborateurs qui sont devenus aussi associés. Donc c'est pas que notre famille. Ça rappelle l'esprit d'équipe, c'est-à-dire que quand on va gagner un titre de champion, on ne le gagne pas tout seul, quoi. C'est pas possible. Et puis même si on le gagnait tout seul, ce serait pas très drôle en fait. Ce serait plus le sport individuel qui est autre chose. Sur un sport co, on peut ne pas toujours s'entendre avec tous ses coéquipiers, mais quand on a gagné quelque chose et qu'on se retrouve 10 ans, 15 ans, bon, parfois plus maintenant, après, il y a quelque chose quand même qui reste. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez su transmettre votre passion du vin à vos anciens coéquipiers d'équipe de France? Est-ce que vous en avez qui sont amateurs de vin? Oui, alors il y en a qui, il n'y a pas besoin de moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, il y en a quelques-uns, mais je n'ai pas construit l'activité non plus par rapport à ma carrière. Ça tient à ma personnalité, certainement. Je ne suis pas très à l'aise, je ne suis pas quelqu'un de réseau. Plutôt construit une équipe. Moi, qu'on me reconnaisse comme l'ancien footballeur et qu'on vienne acheter du vin, ça ne me déplaît pas. Mais qu'on vienne acheter du vin parce qu'il y a Jade, il y a Chloé dans notre boutique qui vont bien les conseiller. Ça, c'est encore mieux. C'est mieux, je trouve, oui, en effet. Donc si c'est un plus, tant mieux. Mais un moins, ça m'embêterait. Voilà, donc c'est plus comme ceci qu'on a construit et qu'on continue de travailler. Et alors ce soir, après les questions-réponses, il y a un vin qui est à déguster. Qu'est-ce que vous avez prévu comme cuvée? On a pris alors j'ai mon chef, Romain, c'est lui qui décide. Je peux vous dire que si je je propose d'acheter des vins d'un domaine et qu'il me dit non, on n'achète pas. Voilà. Je ne suis pas le président de club qui veut acheter à tout prix ce vin, ce joueur-là. Et donc Savigny-les-Bonnes de chez Jean-Baptiste Lebreuil, c'est un petit clin d'œil aussi à Jean-Baptiste parce que ça chante beaucoup dans la team Montely. Ah, voilà, donc ça c'est une parcelle chez lui qu'il affectionne et voilà, c'est pas forcément les appellations les plus connues, mais ça gagne à l'être. Tout comme j'y vais d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je suis ravi qu'on le goûte ce soir. C'est le vin de la team? Non. Alors il fait partie de la team, mais les domaines de la team, ils ont aussi quand même des parcelles à eux, familiales. Bien sûr, et évidemment, il est travaillé presque aussi bien que les nôtres. Presque aussi bien, j'aime bien le presque. Et alors, mais pour finir, il y a un endroit dans la cave un peu secret, est-ce qu'il existe toujours, qui est un peu l'antre, où il y a des bouteilles incroyables. Est-ce que vous collectionnez toujours ces bouteilles incroyables, enfin, pour les clients bien sûr, mais est-ce que vous avez toujours ce caveau, cette espèce de coffre-fort incroyable? Oui, on avait dit qu'il ne faut surtout pas en parler. Alors, ça reste entre nous. Alors, en interne, on appelle cette pièce le bunker. Voilà, donc il n'y a pas de photo. On a un super ami menuisier qui a fait donc une voûte en bois. C'est ça qui est vrai magnifique. que c'est bien sympa, mais on a toujours souhaité qu'il n'y ait pas de visuel sur cet espace-là où on a, oui, en effet, quelques bouteilles où on pourrait presque se mettre à genoux. Presque. Voilà. Un genou à terre. Non, mais ça va faire rêver. On laisse le mystère planer alors sur le bunker. Oui, alors dans notre philosophie avec Nicolas, mon associé, depuis son arrivée en 2013, on a décidé de conserver des volumes donc de certaines allocations. Donc on a l'équivalent de 6000 bouteilles qui n'ont pas été mises à la vente et qu'on remet à la vente de temps en temps. Donc Romain, qui a marketé ceci, on peut l'appeler la réserve perpétuelle. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Parce que vu la qualité des bouteilles. Oui, donc ça signifie que lorsqu'on en remet à disposition des clients, ça veut dire qu'il y en a qui rentrent. Normalement, voilà, c'est l'idée. Et le ticket d'entrée est pas mal quand même aussi. Ça peut, oui. Ça peut être. Ça peut mettre à genoux, là, oui. Oui, c'est ça. Mais merci, Eric, Avec pour plaisir. cet entretien. C'était un vrai plaisir. Maintenant, on va passer aux questions dans le public. On va allumer, vous allez voir. On va tous vous voir. Et il va y avoir un micro-ballon, mais un ballon carré. Chez nous, c'est un ballon carré en mousse
qu'on se partage et qu'on se lance les uns les autres. Alors, est-ce qu'on peut rallumer la salle? Parce que là, on ne voit absolument rien. J'ai le projecteur dans la tête. Voilà, on va pouvoir voir les mains qui se lèvent. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, il y en a déjà une là. C'est presque... Voilà, le ballon. Le micro-ballon. Juste petite précision technique, parlez bien du cercle noir juste ici. Ok. Et si vous faites des passes, faites attention aux caméras. Merci beaucoup. Voilà. C'est du vécu, ça aussi? Oui. Un petit peu. Qui... Vous êtes prêts? Le monsieur là-bas. Monsieur. Va falloir faire une passe relais, hein, peut-être. Bravo. Ah ouais, là... ouais. On voit quand même qu'on est en terre de On rugby. parlait de lecture de trajectoire, là. Ouais, voilà, mais c'est Là, très bien. c'est bon. Validé. Bonsoir Eric. Bonsoir. J'ai deux questions, s'il Bonsoir. vous plaît. Quelle est la part de votre activité entre le marché français et l'international? C'est ma première question. Et après, on n'aime pas trop en parler, mais on est dans une tendance de déconsommation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète à l'avenir? Sur le particulier, on fait 50% en France, le reste export. On a beaucoup de clients italiens, danois, qui viennent chercher en fait des références chez nous. On a construit notre site pour qu'il soit rassurant. C'est-à-dire qu'on voit notre équipe, on voit à qui on s'adresse, un peu comme si on rentrait dans une boutique physique. J'ai souhaité, j'ai mis en place ça, j'ai insisté, donc j'aurais dit rentrer dans les 30 derniers mètres, qu'on appelle tous les clients qui nous achètent en ligne également. Donc depuis le début de l'année, c'est 4500 appels par nos cavistes, parce que c'est pas un produit, c'est un produit vivant, quand on est acheteur, on a besoin d'être rassuré sur beaucoup de choses, les conditions de stockage. C'est aussi, quand on achète en ligne, on paye avant de recevoir, donc c'est aussi particulier. Donc voilà comment on travaille sur cette partie-là. Et après, on a une partie qui est sur notre chiffre d'affaires, qui est sur de l'export. Donc là, évidemment, c'est 100% à l'export et qui représente à peu près 60-70% de notre activité. Des consommations... je pense que c'est un peu, alors j'ai pas toutes les études et j'ai plus une tendance plutôt qu'observer ce qui se passe de manière générale, c'est d'observer ce qui se passe au plus proche de nous. J'ai beaucoup de connaissances qui soient dans le milieu du vin ou pas, qui apprécient ouvrir des bouteilles, et j'en connais pas qui n'en boivent plus ou qui ont diminué. Après, il y a une histoire de budget en fonction des moyens de chacun. Donc je pense plutôt qu'il peut y avoir, je parlais des deux vitesses, peut-être à un moment de la production un peu en masse, plus pour dire on fait du vin avec du degré et pas un produit qui est un produit on va dire festif, de plaisir. Et c'est notre créneau, et sur ce créneau-là, je ne suis pas vraiment inquiet. Alors là, j'ai une question qui arrive sur Zoom. Quelle est la part de vin bio dans votre cave? Là, il va falloir répondre. Oui, pas de problème, je ne sais pas. Moi, c'est une réponse. Là, on a des vins bio, donc sur le site d'ailleurs, c'est classé comme ça. On n'a pas beaucoup de clients qui nous demandent des vins bio. En revanche, on a beaucoup de clients qui recherchent. Alors bon, il faut qu'ils y viennent, les vignerons, surtout en Bourgogne, des marques. Parce que quand je dis marque, ça ne veut pas dire qu'ils font du marketing. Alors certains, en plus, ils n'en font pas du tout. Mais le savoir-faire du vigneron est recherché, que ce soit sur des bourgognes génériques, des appellations, des grands crus. Donc on a plus ça. Après, celui qui va chercher les vins de ce vigneron-là, c'est s'il bosse en bio ou culture raisonnée. Mais on n'a pas véritablement un pourcentage et on n'a pas axé notre activité là-dessus. Voilà. Et le sujet du bio et pas que dans le vin, c'est un sujet d'actualité, c'est-à-dire qu'on revient à nous-mêmes quand on est client, on voudrait des produits les plus sains possibles et sans forcément les payer le prix qu'il faudrait les payer pour que celui qui les produit soit rentable.
Et cette vision, elle est malheureusement quasi impossible dans notre société à l'heure actuelle. Donc on peut comprendre des vignerons qui souhaitent être en bio parce que c'est philosophique, et d'autres qui n'ont pas la capacité à monter leur prix, par exemple, ou qui sont un peu plus craintifs par rapport au fait d'avoir de faibles rendements. Oui. Et donc là, on parle quand même de gens dont c'est le métier, quoi. Donc il faut qu'ils en vivent. Tout à fait. Et d'ailleurs, la deuxième question, c'était quel regard avez-vous sur le réchauffement climatique dans les quelques rangs de vignes que vous avez? Alors, c'est précis. Oui. C'est Jean-Baptiste Lebreuil, là, qui sait qu'il est sur Zoom. Donc, il ne faut pas lire toutes les questions de Jean-Baptiste. Il y a quand même marqué « Merci pour ce joli entretien ». Vous voyez ? C'est pas Jean-Baptiste. Ah, voilà. Le réchauffement climatique, mais j'ai l'impression que l'être humain, il est en capacité de s'adapter. Il y a toujours des choses qui sortent. Je suis de près, mais en tout cas ça m'intéresse, l'agrivoltaïque, par exemple, de trouver des solutions à la problématique. Bon, évidemment, si on pouvait faire en sorte que le réchauffement climatique, ça se calme, je suis OK. Mais je pense que l'être humain va être capable de s'adapter. Et par la force des choses, on le voit actuellement, tout bouge beaucoup plus vite depuis 4-5 ans. Donc cette réalité, le vigneron est obligé d'y être attentif. Nous ne sommes pas vignerons, donc on est attentif à ce que font les vignerons. Moi, je suis plutôt dans le registre il faut tester des choses. Alors c'est facile à faire quand c'est pas nous, mais nous dans notre domaine, on essaye de le faire. Pour un agriculteur, je pense qu'il y a pas mal de choses à essayer. La difficulté, peut-être en Bourgogne, qui est moins difficile peut-être à Bordeaux, c'est que comme c'est très morcelé, pour s'entendre, il faut s'entendre avec tous les voisins. Donc, je ne sais pas si tout le monde s'entend avec tous ses voisins. On voit bien dans les copropriétés, c'est rarement simple. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, alors juste devant, allez-y, récupérez le ballon. Quand je dis que c'est une terre de rugby ici, vous voyez, la qualité de l'échange. Alors vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, merci pour cette présentation. Merci pour le grand plaisir que vous nous avez procuré quand vous étiez footballeur aussi. Alors ma question c'est, est-ce que vous, dans votre projet, est-ce que vous comptez faire une cave aussi à Bordeaux ou c'est uniquement une activité de négoce? C'est uniquement une activité de négoce. Je crois plus au développement de la vente à distance en ligne, dans le modèle que j'ai évoqué, aussi de proximité. Multiplier les points de vente, il y en a qui sont beaucoup plus forts que nous pour le faire, mais on parlait de déclencheur interne, j'ai un besoin quand même de maîtriser, de connaître, d'être au contact. Donc sur la clientèle des particuliers, ça me semble plus stratégique d'investir sur cette partie avec notamment à Nuit-Saint-Georges, on construit donc un espace de 3000 m². On va être en capacité d'avoir encore plus de stockage, de recevoir les clients. Mais voilà, quand on vend, donc je disais à des Danois par exemple, ce qu'ils souhaitent, c'est que les vins soient bien conservés, ils soient bien expédiés. Et qu'il y ait un suivi. Donc, s'il y a le moindre problème de livraison, il faut être là, il faut avoir des personnes en face de soi. Voilà. Et je crois un peu plus dans notre développement à des lieux de consommation. Donc, on est en train d'ouvrir un restaurant à Paris. Voilà, j'ai eu avec des vins qui restent abordables sur table ou C'est le souhait. C'est le souhait. Moi, j'ai l'idée de mettre à disposition tout notre catalogue. Donc ça voudrait dire que les clients devront commander les vins en amont. Donc là, c'est plus pour les gens qui sont un peu organisés, donc plutôt les déclencheurs internes. Voilà, les déclencheurs externes, ils ont une carte des vins. Et on va essayer de faire en sorte de trouver un modèle pour rendre des vins peut-être plus accessibles. Là aussi, je jette la pierre à personne parce que un restaurateur... qui doit avancer de la trésorerie, qui vend des plats
On entend souvent les vins sont trop chers au restaurant, mais qui se dit à 25 € entrée plat dessert que le restaurateur il gagne pas beaucoup d'argent, donc à un moment il faut quand même qu'il gagne quelque part. On va voir, on va tester des choses. Donc là on a plus de 6000 références chez Cave Carrière, donc je me dis que ces 6000 références ça peut être sympa de pouvoir les proposer sur un restaurant sur Paris, et peut-être si ça fonctionne ça va s'appeler La Riotte. C'est un climat en Bourgogne qui est à Moret-Saint-Denis, mais il y a aussi Montely, Montely-les-Riottes avec Caroline Moret, et La Riotte Paris, donc pourquoi pas La Riotte Bordeaux dans quelques temps. En tout cas, c'est un super concept. Oui, j'ai envie d'y croire. Ah bah oui. Alors là, j'ai encore une autre question de Thomas, un client. Donc il doit écrire de Dijon, je ne sais pas. Personne m'a appelé. Et il met bonsoir. Une des vraies réussites des Caves Carrières, c'est une très belle mise en valeur des vins, la scénarisation avant la vente, un marketing efficace et une vraie différence par rapport à d'autres cavistes, notamment en ligne. Quels sont les secrets de ce marketing dit différenciant et réussi? Excusez-moi. Enfin, il n'y a pas vraiment de secret. Par exemple, quand je parle d'appeler les clients, c'est la base. C'est pas un secret. On parlait de restauration, arriver à remettre du plaisir aussi aux collaborateurs pour qu'un serveur il soit content d'avoir un client qui arrive, de le recevoir, de le servir. C'est le métier en fait. Donc un caviste, il est là pour conseiller, il est là pour créer du lien, du contact, pour transmettre ce que le vigneron a mis en place. Donc c'est plus d'adapter du marketing à cette expérience d'achat que moi j'aime avoir. Il y a une vraie pédagogie dans le site. Oui, je voudrais le dire. On essaye. Alors, avec la carte des vignobles de Bourgogne, enfin, oui. On peut cliquer dans les climats avec les propriétés qui sont présentes à la vente en ligne. On voit les bouteilles à 360 degrés. Enfin, il y a quand même un travail de mise en scène de chaque cuvée qui est quand même assez incroyable. Ouais, on revient au besoin de maîtriser aussi. En effet, on fait des photos à 360 degrés. Ça peut paraître gadget, mais l'autre jour, c'est une vigneronne qui me disait, mais moi, je mets une contre-étiquette. Donc, je la mets pas pour rien. Donc, si elle peut il faut la mettre, il faut la voir. Et oui, donc, et ça, c'est nous qui faisons ça en interne. Donc, c'est l'équivalent de 3 mois de boulot pour une personne. Donc, quand on parlait de valeur ajoutée auprès des domaines et des propriétés, je leur dis, je leur répète, c'est 4500 appels, c'est pas... Voilà, c'est un travail. Et en fait, s'il y a des personnes qui sont passionnées de le faire et de poursuivre la mise en valeur en fait des vins. Je ne vais pas la citer, la propriété à Bordeaux qui m'a dit ça, mais ça m'a marqué, qui a dit, mais nous, quand on sort notre bouteille, l'expérience, elle est déjà, quand on voit la bouteille, quand on sait qu'on va aller l'ouvrir. C'est un peu comme un match où on a vraiment envie d'aller, ou un concert. En fait, c'est déjà quand on achète le ticket, avec qui on va y aller. L'envie, oui. Et c'est ça, donc... on ne peut pas retranscrire tout ça tout le temps. Mais déjà, d'avoir cette idée-là, quand on fait du marketing, ce n'est pas du marketing pour dire ce vin-là n'est pas bon, on va essayer de le vendre. Enfin, y en a d'autres qui savent faire. Je ne parle pas de mes confrères, je parle dans d'autres circuits de distribution. Voilà, donc ça, ce n'est pas notre sujet. Par exemple, on ne fait pas de promo. Je crois que personne n'a envie qu'on dise que son travail, on va faire 20% de moins aujourd'hui sur ton travail, le coût de ton travail en fait. Bien sûr. Donc on peut y avoir des offres, il peut y avoir des choses qui sont faites, mais voilà, donc on est plutôt dans ce registre-là. Et bon, on va dire que ça plaît à une certaine clientèle, c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas courir après tous les clients. On n'a pas une activité qui correspond à tous les clients. Bien sûr. Oui. Bah d'ailleurs, la question suivante, elle est quand même assez étonnante. C'est que pensez-vous du vin désalcoolisé? Et est-ce que vous pourriez en commercialiser? Eh bien, on en a parlé. On a 2 références d'effervescents sans alcool. Voilà, c'était aussi un petit clin d'œil à notre fille qui a été enceinte, donc il n'y a pas si longtemps. Et c'est un achat validé par Romain, je le précise. Alors, c'est que ça doit être bon, alors. Donc, voilà, après,
il faut être tolérant. On est dans une société c'est pas qu'elle n'est pas tolérante, qui devient intolérante. Si quelqu'un a envie de boire du vin sans alcool, si quelqu'un veut le commercialiser, il a le droit, donc il n'y a pas de jugement à avoir. Nous, c'est pas vraiment notre créneau. Voilà. Comme on a parlé bio tout à l'heure, moi, on travaille avec des vignerons qui sont en bio, biodynamie, etc. Mais on n'est pas en train de juger celui qui n'y est pas. C'est pas tout ou rien. C'est pas extrême, en fait. Tout à fait. Alors, on va prendre une dernière question. Mademoiselle en haut. Alors, attendez, il va falloir faire la diagonale du fou, là. Oui, alors là, vous allez lancer fort. Hein. On peut faire 2 passes. Allez. Ouais. Voilà. C'est le jeu à la nantaise. C'est le jeu à la nantaise. Voilà, la trajectoire est. Les Girondins. Mais... bonsoir, monsieur Baudouin. Bonsoir, monsieur Carrière. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui. Ok, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Je m'appelle Louisette, j'ai 21 ans et je fais des études dans les vins et spiritueux. Et je pense que ça a été abordé ce soir, mais on voit qu'on est face à une industrie qui est en pleine restructuration. On parle de déconsommation, de crise de l'arrachage, de montée des pressions hygiénistes également. Moi, la question que je me pose, c'est quel est le meilleur conseil que vous pouvez nous donner à nous, futurs professionnels du vin ? Et deuxième question que je me pose aussi, c'est quelles sont vos perspectives sur le futur du marché du vin en France et à l'international ? Est-ce que vous êtes plutôt positif, pessimiste ? Sur la première question, le conseil que je peux donner, que j'ai essayé de suivre dans toute ma carrière professionnelle, donc qu'elle soit dans le vin ou dans le foot, c'est de prendre du plaisir. Donc, c'est une activité aussi plaisir. On a de la chance, c'est pour ça que quand on parle de crise, des termes négatifs, déconsommation, celui qui vient acheter une bouteille, il boude pas, quoi. Il râle pas, il est heureux, il sait qu'il va l'ouvrir, avec qui. Bon, s'il peut en acheter plusieurs, c'est très bien aussi. Donc, il faut conserver ça. Le conserver dans une activité, je parlais de restauration aussi. Si j'ai des collaborateurs qui font la gueule, c'est qu'il y a peut-être un souci profond et c'est là où il faut aller travailler sur le fait que, alors, quel est le souci, tu ne te sens pas bien dans l'entreprise ou autre, mais si on vend du vin qu'on n'est pas content, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Après, avec le plaisir, je vais rajouter le travail. Dans mon activité qui était le foot, je courais pas vite, c'était moi qui étais le plus lent dans l'équipe, celui qui sautait le moins haut, donc je peux vous dire que quand il y avait des tests physiques, j'étais pas ravi. Heureusement, je courais longtemps, mais surtout, j'avais beaucoup de plaisir à jouer. Et ce plaisir m'a permis de beaucoup plus travailler que certains, et donc de progresser. Et je suis passé de 7e division jusqu'à être élu meilleur joueur du championnat. Moi-même, je ne pensais pas que c'était possible, en fait. Et c'est ce plaisir qui m'a permis de... Enfin, le travail n'était pas du travail, en fait. Et je le vois dans l'activité. Bon, certains sont là, dont Romain, par exemple. En fait, il travaille, mais quelque part, il ne travaille pas, puisque c'est ce qu'il aime. Donc, on n'est plus en train de compter les heures. En fait, on prend du plaisir. Et donc, après, le problème, c'est que le temps passe vite. Donc, on le voit moins passer quand on prend du plaisir. Mais ça, c'est agréable. Et concernant la deuxième question, c'était comment je voyais le marché, c'est ça ? Oui, c'est ça, vos perspectives sur le marché du vin en France et à l'international. Je reviens au foot. Hein. C'est plus simple pour moi, en fait. Quand j'ai commencé, je ne me suis jamais dit je vais jouer en équipe de France. C'est fait petit à petit. Je laisse les perspectives, les analyses à ceux dont c'est le métier. Nous, notre métier, c'est d'avoir des clients qui sont heureux de nous acheter, qui ont envie de revenir, donc qui nous sont fidèles, où ils ont la banane, et nous, donc on l'a, et donc on continue à acheter du vin. Donc je reste plus simple dans cette analyse-là, et je reviens sur le côté terre-à-terre, côté paysan certainement, mais autour de nous, d'ailleurs, vous faites partie, à 21 ans, vous vous intéressez au vin, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au vin, et peut-être que ça peut être aussi
un angle. Peut-être qu'il y a eu trop de production, certainement même. Voilà, mais ça, là aussi, c'est pas à moi de faire ces analyses-là. On est en Bourgogne, maintenant un peu à Bordeaux aussi. Enfin, on n'a pas ce niveau d'analyse. En tout cas, le niveau d'analyse que je conserve, c'est qu'il y a du plaisir à déguster des bons vins avec des personnes qu'on apprécie. Et ça, je ne pense pas que ça changera. Et d'ailleurs, pendant le Covid, on s'en est aussi aperçu. Donc c'était un bon moyen de voir qu'est-ce qu'on aime, en fait, dans la vie. Je vous remercie. Alors, il y a une dernière... c'est pas une question, mais c'est une certaine Chloé Carrière qui met « Hello de Suisse, c'était super. Chloé et Léo. » C'est pas fini. Donc, je suppose que c'est votre fille. Oui, c'est notre fille. Eh bien, elle vous dit c'était super. Ouais. Voilà, c'est formidable. Voilà le partage, même à distance. Merci à vous. Merci. Pour la qualité de votre écoute. Merci, Eric. Et venez déguster le Savigny blanc de Jean-Baptiste, le Breuil. Vous allez voir, on va se régaler. Je vous le garantis. Merci à vous et très belle soirée. Merci à l'équipe technique. Merci à la Cité du Vin pour, encore une fois, pour la qualité de la mise en avant des grands entretiens. On va se retrouver le 10 décembre prochain avec un vigneron italien que vous connaissez peut-être. C'est monsieur Angelo Gaia qui va venir nous voir à la Cité du Vin le 10. Merci infiniment et très belle soirée et bonne dégustation. Au revoir.